Donc ça c'est la table lac. On a ici les pièces de rangement expédites. Et donc pour agrandir la pièce, on a posé un miroir Stave. On a l'impression d'avoir des amis chez soi. Ces objets se transforment en véritables amis. On a une sorte de proximité qui se crée avec ces objets. Et on a vraiment l'impression d'avoir un objet quasiment unique. Depuis qu'ils ont emménagé dans cette maison, Loïc et Alexa partagent une passion dévorante pour la décoration made in Ikea. Ils sont à l'affût de toutes les nouveautés. Tu vois, c'est ce modèle-là, le Malm, qui irait avec les commodes qu'on a déjà dans la chambre. En plus, il a des tiroirs sous le sommier. Il n'y a rien de plus agréable que de rentrer l'hiver chez soi, passer un dimanche en forêt et d'arriver le soir, prendre un chocolat chaud et se blottir dans des coussins, mettre un petit peu de la lumière avec des bougies, enfin, essayer de faire une petite ambiance cocooning vraiment agréable, histoire qu'il y ait un petit peu plus de chaleur en fait dans l'intérieur. Et je pense que la déco aide beaucoup à ça. Comme Loïc et Alexa, les Français sont devenus en quelques années des fous de décoration. Chaque week-end, ils sont des centaines de milliers à arpenter les allées des magasins. Un marché de 26 milliards d'euros, en augmentation de 20% depuis 10 ans. Mais en période de crise, pas question de dépenser des fortunes. Le consommateur traque les bonnes affaires. Entre les grandes enseignes, la guerre des prix fait rage. En coulisses, les fabricants doivent suivre. Ils économisent sur tous les postes et cherchent dans le monde entier les coûts de main-d'œuvre les plus bas. Quelles sont les conséquences pour les travailleurs? Y a-t-il un impact sur la qualité des produits? Quelle est la face cachée de la décoration à petit prix? Ikea est l'enseigne préférée des Français. Comment le Suédois a séduit l'Hexagone? Pour le savoir, nous avons suivi Loïc et Alexa en magasin. Ah oui, ils les ont mis en magasin en plus, je crois. Il y a pas ça longtemps. Tiens, donne-moi d'abord. Tu prends des crayons? Ouais. Il s'appelle comment le lit déjà? C'est Malm en blanc. D'accord. Le couple est venu en repérage pour trouver un nouveau lit. Mais avant d'arriver au but, il doit suivre un chemin tout tracé, le parcours client. Les objets y sont mis en scène dans des intérieurs séduisants. Lumière tamisée, couleurs chaleureuses, tout est étudié pour déclencher l'acte d'achat. Ça, c'est une super ambiance. Tu veux quoi? Pourquoi? C'est super joli ça. Je Il y a savais pas que de l'espace de rangement. ça, Quoi. ça fait propre, hein. Tiens, c'est cette couette que je voulais acheter. Ah. C'est bien. Oui. Tiens, c'est nos coussins. Oui. Mais tu vois, je trouve que ça fait mieux sur le canapé. Ouais. Franck Rosenthal, expert en marketing, nous décrypte la stratégie d'Ikea. C'est super joli ça. Tiens, regarde la petite poubelle. C'est ça qu'il nous faudrait pour la salle de bain. Encore plus petit en fait. Voilà, on voit l'exemple. Ils vont regarder un certain nombre de produits, ça leur donne des idées. C'est-à-dire qu'en fait, ils se transposent chez eux. Donc ils voient une poubelle, ça serait bien pour la salle de bain, enfin, etc. Même s'ils ne sont pas venus, ils n'étaient pas dans l'idée, quand on les a vus tout à l'heure arriver en voiture sur le parking, ils n'étaient pas dans l'idée de venir chercher une poubelle de salle de bain. Et pourtant, ils vont flâner comme ça, comme s'ils étaient en promenade, voilà. Et ils vont avoir des idées, des inspirations. Là, l'enseigne va beaucoup plus loin que de vendre des produits. Elle n'est pas là uniquement pour vendre des produits, elle est là pour donner des idées auxquelles on aurait pu ne pas penser avant d'aller chez eux. Pour le moment, Loïc et Alexa résistent à la tentation. Tiens, je crois que c'est là-bas. Ouais, c'est celui-là, regarde. Ils restent concentrés sur leur objectif initial. Avec les deux tiroirs, donc ça c'est parfait. Et donc il doit se faire en 180. La taille et la couleur leur conviennent, mais à 800 € le lit, Loïc et Alexa veulent se laisser un temps de réflexion. Comme eux, les Français font très attention à leurs dépenses. Ikea l'a bien compris. Alors, vous voyez surtout le parcours client aussi. On a des premiers prix. Alors ils vont les prendre ou ils vont pas les prendre, enfin peu importe, mais en tout cas ça s'adresse à tout le monde, ça rassure. Et on les a à peu près tous les 5 mètres, tous les 8 mètres, tous les 10 mètres. Ça revient. Donc là aussi ça va rassurer sur le niveau de prix de l'enseigne. Ce qui travaille là, c'est la perception. Voilà, c'est la perception du prix. Il y a peut-être un client sur 1000 qui va acheter. Par contre, il y a 1000 clients qui vont le voir, qui vont passer devant, et donc ils vont travailler sur cette perception de prix juste, de prix bas. Grâce à ce message, martelé durant tout le parcours, les clients sont persuadés de faire de bonnes affaires.
Ils sont mûrs pour se laisser cueillir dans l'espace libre-service, le paradis du petit prix. Ouais, c'est pas terrible, du coup, Un peu de fantaisie serait sympathique, ouais, un plateau comme ça, tout bête, carré. Genre ça? Ouais. Ouais. C'est pas ça. Non, mais on peut prendre ça sinon. C'est bien? Ouais. C'est mignon. C'était prévu cet achat? Honnêtement, non. Non, mais on en a besoin, on en a forcément besoin. Pas forcément besoin. Un plateau, des accessoires de salle de bain, un cadre, des bougies. Pas question de repartir les mains vides. On était venu pour obtenir des renseignements sur une chambre. Et ben, on s'aperçoit qu'on n'a pas pu, on a craqué. On a pas mal de quantité et au niveau du prix, au final, on a tout ça pour 50 €, ce qui est pas beaucoup. C'est la promesse de l'enseigne, donner à tous le droit au design. Dans les années 80, Ikea ouvre ses premiers magasins. Les Français découvrent la décoration à tout petit prix. Une révolution dans l'univers jusque-là tranquille du meuble discount. But et Conforama, les deux leaders historiques, sont peu à peu rattrapés par Ikea. En moins de 20 ans, le Suédois s'impose comme le numéro 1 du secteur de l'ameublement, avec 18% de part de marché. La conséquence pour les autres enseignes, c'est que la modernité, c'est Ikea qui l'incarne au moment où ils arrivent. C'est plus les autres. Donc les autres, ils sont entre guillemets ringardisés, quoi. Fly, Leroy Merlin, Alinea, Castorama, But, Conforama, tous se battent sur ce nouveau marché de la décoration à petit prix. À 2 pas de l'Arc de Triomphe, dans un magasin flambant neuf, Conforama fait de la décoration la star des rayons. Dès l'entrée, ces petits prix doivent faire craquer le client. Tout le rez-de-chaussée lui est consacré. Relégués au 4e et au 5e étage, l'électroménager et les téléviseurs ne font plus recette. Anne Ursenbach est chef de produit meubles. Clément, bonjour, ça va bien? Ça va, Elle est en première ligne pour mener la guerre des prix. Elle vient magasin. vérifier que ces meubles se vendent bien. Ouais, la nouvelle commode qu'on vient Comme cette commode, au prix très attractif de 59 €. Les premières ventes que tu as effectuées depuis le mois de septembre, te paraissent au-dessus d'autres commodes? Ah ben, elles me paraissent même au-dessus, vu que je ne l'avais pas sous-estimé, mais on a vendu plus que ce que j'espérais, donc j'ai repassé une commande à nouveau. D'accord, Donc écoute, effectivement, non, très très bon départ, on va dire. La commode Nova est promise à un bel avenir. Mais elle ressemble étrangement à la commode Malm, un best-seller de chez Ikea. l'idée de cette commode par rapport à la commode Malm qui se trouve chez Ikea était donc de proposer un produit intemporel. Et donc celle de Ikea effectivement est également très intemporelle. Donc s'inspirer oui et non, mais c'est tellement intemporel que finalement tout le monde peut faire ce genre de produit. Pour être dans la tendance à coup sûr, rien de tel que de s'inspirer du leader, même avec 10 ans de retard. Mais le nerf de la guerre reste le prix. Alors, pour damer le pion à Ikea, Conforama propose cette commode, 5 € de moins. On veut proposer à notre client, c'est une volonté, vous parlez du brief de départ, une volonté de proposer une commode, 3 tiroirs, une commode fonctionnelle, pratique pour le client, en dessous de 60 €. Donc effectivement, on va peut-être rogner un petit peu sur nos marges, surtout faire le maximum de gains de production pour le répercuter sur le prix de vente et ainsi proposer à notre client un produit qui sera très attractif sur le marché. Proposer moins cher que le voisin, quitte à rogner sur sa marge, cela ne suffit pas. Il faut aussi faire craquer le client sur le look et le design. Pour se mettre à jour, Conforama prend des cours de rattrapage avec un coach. Raffia, abaca, le bois pétrifié, alors très pointu, très branché, mais étonnant. On en voit de plus en plus. Et puis, Vincent Grégoire est dénicheur de tendances. Sa mission, aider les équipes de l'enseigne à imaginer leur collection de l'an prochain pour qu'elle colle à l'ère du temps. Autour de la table, la directrice de la décoration et la responsable marketing de Conforama
écoute attentivement. La réunion d'aujourd'hui est fondamentale. On est en train de bâtir là les bases de toute notre collection. Donc les choix qu'on fait en couleurs, en dessin, en matière, c'est ce qui va permettre à toute l'équipe de chefs de produits de travailler, de décliner, et c'est ce qui va donner cet effet de gamme, cet effet d'harmonie. Ça pourrait être noir, gris, un peu plus doux et... on a des historiques compliqués sur des bleus indigo, mais bon, après la question c'est peut-être est-ce que le bleu c'est pour toutes les pièces de la maison? Parce que moi en linge de lit je suis assez tentée de... C'est plus difficile en table. Oui. Chaque couleur est pensée, discutée pendant de longues minutes. C'est plus radical, c'est plus facile dans la chambre, c'est plus facile dans la salle de bain. Le bleu est une couleur compliquée, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on passe du temps sur le bleu, parce qu'on s'est déjà trompé sur un bleu. Une couleur osée qui ne plaît pas entraîne des pertes financières immédiates. On a quelque chose qui donne ce côté, quitte à avoir quelques accessoires. Devenir une enseigne design, cela ne s'improvise pas. Après, autour. On se doit d'être dans l'air du temps. C'est important. Ça nous permet de recruter des nouveaux clients, la décoration. Parce que les clients viennent pour le meuble, il faut maintenant qu'ils viennent pour la déco. Malgré tous les efforts de Conforama, la lutte avec Ikea reste inégale. Le Suédois est le seul distributeur à maîtriser intégralement le processus de production, de la conception à la vente. Sur certains best-sellers, Ikea arrive même à baisser ses prix d'une année sur l'autre. En 1992, la bibliothèque Billy coûtait 635 francs, soit 96 €. Aujourd'hui, elle se vend entre 39 et 59 €. On commence par dessiner l'étiquette de prix avant de commencer la conception du produit. Donc on a une idée très précise du prix auquel nous voulons vendre le produit. Donc pour arriver à cela, effectivement, on cherche à optimiser l'ensemble des éléments qui sont avant tout effectivement l'emballage, le choix du matériau, et puis ensuite les méthodes de fabrication. Pour suivre cette course folle à la baisse des prix, les autres distributeurs cherchent les fabricants les plus compétitifs. Dans le nord de la France, l'entreprise De Meyer. On y fabrique des meubles depuis 3 générations. Eh bien, ici, nous sommes dans notre showroom. Nous avons actuellement en exposition un certain nombre d'armoires et de chambres. Un programme ici qui est spécifiquement dédié à Conforama. De Meyer vend à tous les grands distributeurs du moment. Conforama, But, Fly et Alinea. Notre vocation, c'est justement de proposer des produits attrayants à prix bas. Nous n'avons jamais rencontré d'impossibilité entre le prix attendu et le résultat final. En France, les coûts de main-d'œuvre sont plus élevés qu'ailleurs. Alors pour baisser ses prix, l'entreprise n'a qu'une solution, optimiser sa production. Salut Thierry, tu vas bien? On va faire un petit tour, on regarde une partie de l'emballage, une partie de l'usinage, une partie du décor. D'accord, ok. Ok, on va essayer de perturber le travail le moins possible. Ok, d'accord. Ne pas perturber la cadence, c'est l'obsession du patron. Il y a 20 ans, son entreprise sortait 3 colis par minute. Sous la pression des enseignes d'ameublement, le rendement est passé à 6 colis par minute. La productivité des salariés s'affiche au cœur de l'usine. Cette semaine, les équipes n'ont pas tout à fait atteint l'objectif. Un objectif est fait pour être atteint et dépassé. On n'est jamais satisfait quand on est entrepreneur. Le jour où on est satisfait, on est foutu. Une course sans fin, chronométrée en permanence. Un peu partout dans l'usine, des panneaux indiquent en temps réel la cadence de chaque chaîne de production. Quand on a une baisse de productivité globale dans l'atelier, c'est toute l'entreprise qui en subit les conséquences. C'est-à-dire ? Baisse de productivité, baisse de compétitivité et des marchés qui peuvent nous échapper. D'un bout à l'autre de la chaîne, l'automatisation a été poussée à son maximum. Donc vous voyez, avec ce système, nous avons gagné énormément de temps sur le transfert de nos marchandises vers notre centre logistique.
puisque ce tapis permet de charger un camion en 1 minute, là où normalement il faut une vingtaine de minutes pour charger toute cette marchandise. Pour rester compétitif, Frédéric Demeyer a déclaré la guerre au gaspillage. Il se fait même aider par une entreprise spécialisée. Cahier et stylo à la main, Félix Doumenc se fait expliquer l'organisation du travail pour la rendre plus efficace. Donc on a une zone de préparation ici, et après on a une zone de réglage qui est sur perceuse. Donc on est assez loin des perceuses. Ça fait quand même une bonne distance là entre les deux. Ici, quelques pas pourraient être économisés. Poste par poste, ce spécialiste de l'optimisation traque le moindre gain de productivité. Donc, ici on contrôle les panneaux de série, mais on contrôle aussi les panneaux de préparation. Donc ce qui est remonté par les opérateurs, c'est que c'est un peu fouillis. Donc Michael, si on fait un peu le bilan là, sur ce qu'on a vu ensemble, moi je vois plusieurs points d'amélioration qu'on va pouvoir travailler ensemble après et partager avec les opérateurs. Donc il y a l'implantation de la zone de préparation par rapport à l'usinage. Il y a aussi un peu l'ergonomie des postes, ce qu'on a pu voir ici sur la zone de préparation, et de voir avec les outils. Les ouvriers sont les premiers à suggérer les évolutions possibles. Et forcément avec différents poids. Donc le poids est assez conséquent. Jusqu'à il y a peu, ça allait très bien et on sent que la conjoncture actuelle nous fait mal aussi maintenant. Donc ça fait peur, oui. Et puis surtout qu'après ce qu'on peut entendre, il y a quand même des grosses sociétés à côté qui ferment, donc qui à la base ont aussi des reins solides. Et personne n'est à l'abri. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas essayer certaines choses pour essayer de sauver notre emploi. Cette chasse au gaspillage permet à l'entreprise d'être encore plus réactive. Résultat, elle peut proposer un nouveau meuble 2 fois plus vite qu'un fournisseur chinois. Mais pour baisser toujours plus les prix, n'est-on pas tenté de rogner aussi sur la qualité des matières premières? Réduire par trop la qualité des marchandises travaillées ou intégrées dans nos produits baisse la qualité rendue de ce produit et donc il y a des limites que nous ne franchissons pas. Et il y en a d'autres qui les franchissent? Ça existe. Ça existe sur des productions en Europe ou sur des productions en Asie du Sud-Est. Les fabricants français ne réduiraient donc pas la qualité des produits. Certains ne font pas la même analyse. Un fabricant qui vend lui aussi aux grands distributeurs a accepté de nous parler, mais de façon anonyme, au téléphone, pour ne pas perdre ses clients. Sous la pression des distributeurs pour maintenir des prix acceptables, donc qui nous permettent de vendre, nous sommes d'une manière claire avec les distributeurs obligés de baisser la qualité des produits. Une évolution que le consommateur ne voit pas forcément. Comment un consommateur peut deviner la qualité du panneau de particules ou du film de papier? C'est très difficile à voir. Et ce qui fait que très souvent on entend les consommateurs dire que ce sont des meubles jetables parce que un démontage, ils sont morts. Optimiser la production, baisser la qualité des matériaux, cela ne suffit pas toujours à satisfaire des distributeurs qui s'approvisionnent de plus en plus à l'étranger. Un peu partout en France, les usines d'ameublement ferment leurs portes. Dans le Nord, à Dunkerque, Green Sofa a déposé le bilan il y a 1 an. L'entreprise fabriquait des canapés en exclusivité pour Ikea. Les anciens salariés évoquent cette époque avec nostalgie. Le clipant. Il y avait le clipant en cuir. Après, très confortable. Et quand on devait les empocher, c'était très dur. Jusqu'à la fermeture du site, Marie-André, Linda et Thierry travaillaient à la chaîne chez Green Sofa. Tous des beaux souvenirs, des bons petits modèles. Oui, j'étais fière de travailler quand même là, parce qu'on travaillait quand même pour une marque Ikea. On savait que Ikea, ça se développait de plus en plus. Nous, on ne croyait jamais qu'on aurait pu arrêter cette marque Ikea. En 2009, Ikea lance un appel d'offres pour trouver le fabricant le plus compétitif. Face à la concurrence d'usines installées en Europe de l'Est, Green Sofa ne peut pas s'aligner et perd le marché. Devant les portes de l'enseigne, les salariés manifestent alors leur colère.
Ils en sont persuadés, leur usine va fermer. Mais les salariés de Green Sofa n'entendent pas rester muets. Là, bon, comme vous savez tous, les matières premières ont monté, ce qui veut dire maintenant on ne gagne plus rien, on n'est plus rentable du tout. On fait du canapé à la perte. Malgré la mobilisation des travailleurs, la direction de Green Sofa ne parvient pas à trouver de nouveaux clients pour remplacer Ikea. Pire, selon les salariés, elle organise une délocalisation en Roumanie où le salaire minimum est de 157 € par mois. On a eu la visite de 2 personnes de la Roumanie qui sont venues dans notre usine pour filmer et prendre des notes sur le montage que nous faisions. Ils sont venus voir la façon dont on travaillait, combien de temps on mettait, et puis après... Nous prenons notre savoir-faire. Voilà, c'est ça. Janvier 2013, Green Sofa ferme ses portes. Les 115 salariés sont licenciés. Alors moi, pour le poste d'assistante commerciale, c'était 248 €. Marie-André se voit proposer un reclassement en Roumanie, payé 6 fois moins cher qu'en France. Basique, c'est inadmissible. C'est incomparable. Non, mais c'est scandaleux. C'est inadmissible. C'est pour ça qu'on voit bien que la matière première, tout est moins cher. Quand on voit les salaires qu'ils donnent. J'ai travaillé 11 ans là-bas, j'ai donné 11 ans de sang et eau. Pourquoi? Pour rien. Il n'y a pas d'avenir pour nous ici, dans la France, il n'y a plus d'avenir. Il n'y a pas d'avenir sur l'ameublement, que ça soit sur... C'est tout. Quand on voit, c'est la Roumanie, la Pologne, tout ce qui est pays de l'Est, hein, au fur et à mesure, ils nous prennent tout. Hein. Pour proposer des produits toujours moins chers, Ikea va encore plus loin. Pour un seul et même meuble, l'enseigne est capable de trouver, élément par élément, les usines les plus compétitives. Le caisson de cette armoire Pax est fabriqué en France. Les portes viennent de Suède, les charnières d'Italie. Le tiroir est produit en Pologne. Le support à chaussures, lui, arrive tout droit de Chine. Il est là le secret de la décoration à petit prix. Mettre en concurrence les usines du monde entier. En 15 ans, les importations de meubles ont plus que doublé. Dans les ports français, la plupart des containers viennent de Chine. Mais un autre pays d'Asie est devenu en quelques années le nouvel Eldorado des fabricants de décoration. Ho Chi Minh, capitale économique du Vietnam. Ici, le salaire minimum s'élève à 80 € par mois. À 30 km au nord, la province de Binh Duong. Il y a 10 ans, cette ville n'existait pas. Aujourd'hui, immeubles et usines poussent comme des champignons. Le taux de croissance frôle les 13%. Frédéric Allouin fabrique depuis plus de 30 ans des luminaires pour des enseignes bien connues, comme Fly, Alinea ou Castorama. Oh. Ça va? Et toi? Oui, ça va bien. Ça va? Bon, on va bien arriver. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son fournisseur vietnamien, Monsieur Long. De 3 h du matin. Et puis une chaleur étouffante, j'ai pas très bien dormi, je te dirais. Mais voilà, on a une bonne journée qui nous attend. Pas de temps à perdre. Les deux hommes se rendent dans l'usine de Monsieur Long. Ils se connaissent bien. Cela fait 10 ans qu'ils travaillent ensemble. On avait descendu le Mekong. Ouais. Frédéric a très vite décelé les atouts de ce pays. Une main-d'œuvre très bon marché et un savoir-faire unique. Andiamo. L'usine de Monsieur Long est spécialisée dans le travail du métal et le tressage de matières naturelles. Un travail artisanal réalisé presque entièrement à la main. Pour Frédéric, c'est l'assurance d'une grande réactivité. Cela tombe bien, il n'a que 3 jours pour repartir avec des prototypes. On a des urgences parce que les produits qu'on a présentés, nous, ils ont bien plu. Et j'allais dire, il y en a certains déjà qui sont vendus. Donc maintenant, il faut aller vite dans la fabrication, dans la conception du proto, dans la fabrication, il faut aller vite. Donc, un Mont Long, on y va? Ouais. Allez. En Chine, Frédéric a fait fabriquer ses lampes solaires en forme de boule. C'est ça qui va rentrer
Il veut les accessoiriser avec un socle et un trépied. C'est au Vietnam qu'il a trouvé le meilleur rapport qualité-prix. De te décomposer, donc là c'est l'envers du produit qu'on a bricolé, là c'est le produit fini, là c'est les côtes avec le dessin. Ce qui est important, c'est de garder cette uniformité et de garder surtout... Sur le plan de Frédéric, Monsieur Long décèle un problème, le système de fixation de la lampe. Ça, c'est pas facile. Comment tu tiens là? Il faut essayer, voir. Par contre, avec 12 mm, on ne peut pas souder. Pourquoi? Pour tenir quelque chose, tenir là, pour souder. C'est tout petit. Moi la technique, c'est toi. Moi, la vigilance, elle doit être, sur l'aspect solidité. Il faut que ça soit costaud. Pas question de perdre ce contrat. En 2 minutes, Monsieur Long trouve une solution à son client. Je fais 2 trous. Simple. Ouais. Percer 2 trous. Ouais. Tu peux comme ça, on le système, toc, toc, en bas. Le problème de fixation résolu, Monsieur Long fait fabriquer au plus vite le produit. Là, tu prends un disque de 1,2 mm d'épaisseur pour un diamètre de 125 mm. Là, tu perces 2 trous à l'endroit où ils vont installer les fixations. C'est là qu'ils vont poser la boule. Donc on n'a pas besoin de soudure. Tu fais des trous là, de 8 mm, et ils vont clipper la boule ici. Les ouvriers se mettent immédiatement au travail. Ils n'ont que quelques heures pour transformer les dessins de Frédéric en un trépied. Le lendemain matin, le prototype de Frédéric est prêt. Demain, ça risque de pas être sec, quoi. Hein? Ok. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bon. C'est ça qui est géant, c'est que en 24 heures, ils sont capables de faire ce qu'on leur demande. Alors, nous, on a besoin de pièces brutes, hein. Après, peinture et tout, mais c'est déjà pour avoir l'esprit, savoir si il a compris ce qu'on voulait, et il a tout compris. Ce que Monsieur Long a bien compris, c'est que Frédéric cherche le coût de revient le plus bas possible. Et le premier poste d'économie, c'est la matière première. Trépied avec une section plus grande. Alors là, on est à combien? C'est quoi comme section longue? Ça, c'est du 3 mm 3,5. C'est un petit produit sympa. Donc qui ne va pas être très très cher, puisqu'on est en 3,5. On a pu avoir une section fine. Tu avais dit c'est trop fin. Non, c'est bon, ça tient. Sur 12 cm et demi de diamètre, on a une rigidité, solidité impeccable. 119 grammes, un poids plume pour un trépied en métal. Économie sur la matière, sur la main-d'œuvre. Pour atteindre son objectif prix, Frédéric joue sur tous les paramètres possibles. Le disque en métal que tu vas faire, on va s'en servir pour le petit modèle, le grand modèle, le trépied, la borne, pour plein de choses. Et cette pièce-là, là, tu vas en faire des kilos. On essaye de standardiser pour avoir des économies d'échelle importantes. Reste à savoir si des distributeurs vont être séduits par ce trépied. Quelques semaines plus tard, non loin de Paris, Frédéric a rendez-vous avec l'un des leaders de la décoration, Alinea. Il va devoir se montrer convaincant pour vendre son trépied et un maximum d'autres produits. Je suis impatient de rentrer dans l'arène, on va dire, et puis concentré, parce que c'est vrai qu'on a bossé depuis 6 mois sur ces gammes de produits en matière naturelle, en luminaire solaire. Et je suis impatient de lui montrer ce qu'on a fait et puis qu'elle valide ou pas quoi, ce que je vais lui montrer.
Dans le coffre de sa voiture, des mois de travail qui vont être jugés en quelques minutes seulement. Bonjour Catherine. Bonjour Frédéric. Vous allez bien? Ça va, merci et vous? Vous avez fait bon voyage? Bah écoutez, super. Bon, je vois que vous avez amené plein de choses, vous avez plein de nouveautés. Bah, j'en ai profité pour vous apporter nos dernières créations. Génial. Voilà. Donc, Bon, on va voir tout ça. C'est tout chaud. D'accord. Ça c'est du papier tressé. La corde, papier tressé, donc on est dans la matière naturelle. Catherine Mallet est une acheteuse expérimentée. Au premier coup d'œil, elle sait reconnaître le produit qui va faire mouche. Il faut voir l'éclairage en fait. Voilà, nous on est à la recherche de produits un peu originaux qui sortent un peu des sentiers battus à des prix attractifs. Voilà, on cherche des petits produits sympas, un peu multistyles, et on va voir un peu toutes les propositions et voir ce qu'on va retenir pour l'année prochaine. Il est arrivé hier, le proto, c'est encore un proto. Hein. C'est un produit qu'on a développé dans l'esprit de la boule que vous avez fait enfiler. C'est la boule qu'on a fait en... Voilà, c'est la boule solaire. Un des produits phares de la présentation du jour, c'est le petit trépied de Monsieur Long. Mais je peux me permettre de poser une question? Allez-y. Je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'en fait, la boule, vous pouvez aussi la poser comme ça. Tout à fait. Donc, pour vous, qu'est-ce que ça apporte en plus? Juste un élément décoratif? Touche déco, exactement. À quel prix vous imaginez le trépied? Parce que finalement, ça apporte à peu près la même fonction. Je veux dire, on prend la boule, on la pose sur la table. C'est juste un côté un peu déco en plus. Qu'est-ce que vous pensez comme positionnement très public sur ce produit-là? Moi, j'étais entre... Tout compris? Oui. Dites-moi. On était autour de 39 €. Ah non, c'est un peu cher. Un peu cher? Ouais. Catherine en est convaincue. À 39 €, les clients d'Alinéa ne craqueront pas pour cette boule solaire et son trépied. On est sur de l'acier, hein. On est sur de l'acier traité, peinture époxy. Enfin bon, c'est un produit très simple, hein, mais... Mais je comprends vos contraintes industrielles, mais le client, lui, il regarde pas ça. C'est pas, quelque part, il comprend pas, c'est pas ses préoccupations. Lui, ce qu'il voit, c'est le prix qu'il va mettre pour 3 pattes et un petit support. La négociation est mal engagée. Tous les efforts de Frédéric risquent de tomber à l'eau. Donc il y a 2 petits pécous qui vont... Pour que le consommateur en ait pour son argent, Catherine cherche une astuce. Elle remarque ce petit filet, fabriqué lui aussi au Vietnam. Il permet de suspendre la boule solaire. Ouais, très bien. C'est pas mal, hein. Il est bien le filet. Ou alors il faut un kit. Voilà, l'idée, ça pourquoi pas. Ça par contre, ça peut être pas mal. C'est-à-dire on vend un global dans la même boîte. Et là, on peut passer à 39. 35 35, là, c'est pas mal. Là, on a un bon truc. Et on met non, c'est une super idée. Hein. C'est une super idée, exactement. C'est une super idée. Et vous laissez, on peut le laisser, on fait un truc tout blanc, et vous avez un 2 en 1. Et voilà. Et là, c'est bien. Et là, par contre, je veux bien l'exclusivité. Et moi, je veux bien beaucoup de quantité. Du volume, de l'exclusivité, des produits bon marché. Alinéa a bien compris la recette de la déco à petit prix. Mais les acteurs historiques doivent faire face à une nouvelle concurrence. Sur le web, les sites de décoration et d'ameublement se multiplient et imposent de nouvelles pratiques. Leur promesse, casser les prix. Leur atout, éliminer la case magasin. Vente flash, promotion, quantité limitée. Tout incite à acheter vite. Christophe Gazelle, expert du marché de la décoration et de l'ameublement, nous décrypte leur stratégie. Les acteurs qui sont uniquement sur Internet et qui n'ont pas de magasin ont du mal à décrire le produit et à justifier d'une certaine valeur à distance sur un écran. Et ceux qui fonctionnent le mieux sont ceux qui cassent les prix. Et ils les cassent d'une manière extrêmement forte pour conquérir du marché et essayer de se faire une place sur le marché français. Le leader de ce marché en pleine croissance, c'est Vente Unique. L'an dernier, son chiffre d'affaires a augmenté de 10%. Près de Rouen,
Nous avons pu pénétrer dans les coulisses de son immense entrepôt. C'est parfait, c'est bien rempli tout ça. On va pouvoir attaquer la saison de Noël sereinement. Des aires de stockage bien remplies, le signe que les affaires marchent pour Sacha Vignat, le PDG. De la taille de 3 terrains de football, son entrepôt abrite plus de 6000 références. La marque a réussi le pari fou de faire acheter des meubles et des canapés à des clients qui ne les ont jamais vus ou essayés. Il n'y a pas de souci. On fait surtout attention au canapé quand on les échange. Et après, si on les abîme, les clients ne vont pas être contents. Après, n'oublie pas, tu classes par taille. S'ils achètent, c'est parce que la marque affiche des réductions irrésistibles. Moins 40, moins 50, moins 60%. Plus que le produit, c'est le prix qui séduit le client. Nous coupons les intermédiaires. Nous livrons directement depuis le fournisseur jusqu'au client final sans passer par la case grossiste ni importateur. Et cette économie, puisque chaque acteur prend une marge sur le produit, nous la répercutons directement sur le prix du produit à nos clients finaux. Photographié au milieu des cartons et des palettes, ce canapé à système audio Bluetooth est un des produits stars de la marque. Selon Lucie Crouzet, la responsable marketing, on trouve sur Internet un canapé audio similaire, vendu 1 990 €. Vente unique le propose à 899 €. Le client qui l'achète ferait donc une économie de 54%. Mais attention, ce n'est pas une promotion, c'est une simple comparaison. Pour les produits qu'on propose, on trouve toujours un produit similaire sur Internet. Un produit qui a évidemment le même look, les mêmes dimensions, les mêmes matières, enfin vraiment un produit similaire. Mais le canapé n'est pas comparé à un produit identique. D'un côté, le canapé de vente unique a un système Bluetooth. De l'autre, le canapé de référence fonctionne avec une clé USB. Dans le cas de celui-ci, c'est vrai que c'est un canapé qui a un système audio où il faut brancher une clé USB parce que le système Bluetooth, il existe aujourd'hui, mais sur des canapés vraiment très très haut de gamme, pas du tout comparable. Mais alors, peut-on en savoir plus sur ce canapé similaire affiché 1 990 €? Non, je pense pas. Déjà, c'est une fiche de concurrent et on ne va pas diffuser ça. La plupart des sites internet affichent ce type de comparaison. Prix constaté, prix normal, prix conseillé. Jamais les sites ne décrivent les produits de référence. À la Fédération nationale de l'ameublement, on juge cette pratique abusive. On doit, pour faire de la publicité comparative, comparer un produit strictement identique en citant le lieu ou le prix avec lequel on se compare, en général de façon avantageuse naturellement, a été constaté et la période. Or là, prix constaté par rapport à quoi? À rien. Donc ce n'est pas un prix constaté, c'est un prix affirmé. Dans cette jungle des prix barrés, le consommateur doit être très vigilant. D'autres sites surfent sur l'engouement des Français pour le design. Ils n'hésitent pas à afficher les photos de grands designers pour vendre des modèles s'inspirant de leur création, mais à prix discount. La chaise A, imaginée par Xavier Pochard, est fabriquée par la société Tolix. Chez les revendeurs officiels, elle coûte 169 €. Mais des sites proposent un modèle ressemblant, 2 fois moins cher. Dans le centre de la France, à Autun, Tolix vend ses produits à travers le monde entier. « 90 salariés fabriquent des chaises et des tabourets haut de gamme, finis à la main, vendus entre 100 et 300 €. Donc voici la chaise A finie, dans l'état brut. Et là nous avons les tabourets, donc de toutes les tailles, des tabourets H, en galvanisé ou en brut. Diane Gérardin est la responsable marketing de Tolix. Elle veut nous montrer que faire du design
coûte cher. Ce produit, le bureau clapet, est une nouveauté Tolix. C'est un produit propre pour notre marque, fait par un designer anglais, Sébastien Bergne. Alors bien sûr que ce fait-là a un coût. Il y a une étude de design, il y a la protection des modèles, il y a tout ce qu'il y a autour d'un produit quand on le crée. Et donc ça fait partie du coût du produit final. Un coût non négligeable. Selon les accords passés avec le designer, celui-ci peut toucher de 3 à 15% du prix de vente. Pour protéger leur modèle, les marques déposent les photos et les plans des objets à l'Institut national de la propriété industrielle. Oui. Quand on tape Tolix sur un moteur de recherche, on peut voir en 3e position, donc sur les encarts publicitaires, un contrefacteur. Donc ce contrefacteur-là a payé une publicité en utilisant notre marque à notre insu. Les sites internet prennent vraiment un risque pour le coup d'utiliser notre marque. Et là, on fait appel à notre cabinet d'avocats. Et on travaille régulièrement, voire quotidiennement avec eux pour essayer d'arrêter le plus rapidement possible ces contrefacteurs. Souvent, Tolix obtient gain de cause. Pour la copie de ce tabouret, la marque a été dédommagée à hauteur de 20 000 €. Pour la copie de cette chaise, Tolix a également obtenu la destruction des copies. Mais les consommateurs font-ils vraiment une bonne affaire en achetant un modèle ressemblant 2 à 3 fois moins cher? Nous avons fait tester 2 tabourets à des passants. À gauche, un tabouret Tolix vendu 283 €. À droite, un tabouret ressemblant vendu sur Internet 79 €. Réaction. Le corps qui part. Plus grand que moi. Ouais, j'ai le corps qui part. Ouais. Je suis vraiment pas bien. Là, je pars vers l'avant. J'ai mes pieds qui sont pas assez relevés. C'est horrible. Ça fait mal aux fesses. Ouais, non, ça fait mal aux cuisses et en plus on glisse, ça fait mal au dos. Parce qu'il y a un pire bord là, je pense que c'est ça qui gêne. C'est de la torture. Ah non, c'est pas. Non, c'est vraiment pas super. On peut y changer. Ah mais celui-là est beaucoup plus confortable. Nettement plus confortable, il est à la hauteur du RoboSphere. Non, il n'y a pas de doute, c'est celui-là le meilleur. Hein. C'est vrai que la copie est trompeuse. Pourquoi? Malheureusement. Ils ont essayé de jouer sur une esthétique similaire, mais ça n'a rien à voir. Parfois, la tentation des petits prix est trop forte et le consommateur se laisse facilement berner. Certains ont peut-être trouvé une alternative. Une consommation différente, basée sur le recyclage et l'échange. À Bordeaux, Eleni en a fait une philosophie de vie. Bonjour tout le monde. Elle travaille depuis quelques mois comme décoratrice dans cette recyclerie. Le principe, sauver de vieux meubles de la poubelle. On a pas mal de choses, non? Pour leur donner une seconde vie. Mais on est bon en timing. C'est un des effets pervers de la décoration à petit prix. Chaque année, 1,7 million de tonnes de meubles finissent à la poubelle. 26 kilos par Français. Très peu sont recyclés. On vend ici des encombrants en état brut. Par exemple, ces buffets à 90 €. Qu'on a autrefois trouvé dans les intérieurs de nos grands-parents. Maintenant, on sait que cet mobilier de 114 kilos n'a pas fini dans la rue, n'a pas moisi dans une cave ou dans un garage. Après, nous avons également du mobilier un peu plus design par rapport aux tendances actuelles, on va dire. Toujours dans cette politique, cette ligne de prix bas, à 9 ou à 10 €. On a récupéré des bureaux et des chaises qui, vous voyez ici, vendus à 10 €. Pareil pour le bureau, à 10, 15, selon la taille, selon l'état. Les vieux meubles sont collectés à domicile ou directement déposés par les particuliers. Ils sont ensuite revendus en l'état ou bien remis au goût du jour par les décorateurs. Qu'est-ce qu'on a? On a celui-là qu'il faut finir. Ouais. Donc je compte sur toi, tu me reprends tout ça. Endroit, ouais. Et puis là on a fini les tissus. Ah super. Rat, donc tu vois. Ah, elle a bien travaillé. On a rajouté pas mal de noix. T'as l'autre de l'autre côté, tu vois. Ouais. Ça je le laisse en bordeaux ou on refait en noir, ouais.
Chaque semaine, la recyclerie organise aussi des ateliers déco pour enseigner aux Bordelais à transformer eux-mêmes leur vieux mobilier. On a plein de jeunes qui viennent se meubler, ça nous fait plaisir puisque vous allez dans certains grands magasins pas chers. Et donc avec du mobilier qui était souvent moche, parce que quand on récupère le mobilier de ses parents ou de ses grands-parents, on n'a pas trop envie. Donc en fait, là en leur montrant que voilà, en travaillant de la couleur, donc en ponçant, en peignant, on peut faire des choses tout à fait sympas. Bon, ils adorent les bombes, on peut bomber, je veux dire, on peut faire plein de choses. Et en plus, ce mobilier qu'on a fait jeune, quand on est jeune adulte, après, on va dire, on peut encore le transformer parce que c'est des meubles anciens. Le bois est costaud, si on le démonte, on peut le remonter. Donc ça peut, au niveau de la pérennité, c'est très intéressant au niveau du coût. Puis on se fait plaisir quand on fait soi-même. De plus en plus de Français font le choix de cette décoration récup. Elénie, elle, n'a pas acheté de meubles dans une grande enseigne depuis des années. Ça y est, le café est prêt. Sa petite famille habite ici depuis 5 ans. T'as fini cette compote? Leur maison est meublée dans un style vintage, très épuré. Lampadaire arc. Buffet danois des années 50. Casier en métal vieilli, lustre baroque. Ici, les objets racontent une histoire unique. Leur point commun, c'est de n'avoir quasiment rien coûté au couple. Ces chaises autour de la table, c'est des chaises qu'on a récupérées, enfin achetées à Emmaüs, qui étaient à 1 € pièce. Mais par exemple, ce couple de chaises, ce sont deux chaises qui, moi, personnellement, me font penser au café en Grèce, d'où je viens, et que je récupérerai à la déchetterie. Les reproductions qui sont en train de ressortir, c'est justement comme ce sont des chaises design, si je ne me trompe pas, ça serait de l'ordre de 80 €, enfin aux alentours de centaines d'euros. Ce lustre leur a été donné par des amis. Dans la rue, ils ont récupéré ce casier de gendarmerie, reconverti en range CD. Un autre objet dont on est particulièrement fier, enfin personnellement, hein, je ne sais pas pour toi Jean-Marie, c'est cette lampe. Cette lampe qui fait vraiment années 60, 70, et qu'on avait acheté pour cette fois-ci dans une brocante pour 50 €. Au total, le couple a intégralement décoré et meublé son intérieur pour moins de 2 000 €. Avec peu de moyens financiers, on peut aussi avoir un intérieur qui nous ressemble, mais qui ne coûte pas forcément cher, qui ne nécessite pas des fortunes pour se mettre au goût du jour. Même en imitant des tendances actuelles, on peut très bien adapter ces tendances-là à nos budgets, en récupérant des choses, en achetant pour pas trop cher, en échangeant des objets avec des gens autour de nous. Elle est peut-être là, la vraie déco à petit prix. Résister à l'achat impulsif, ne plus être accro à la nouveauté. Elénie et Jean-Marie sont sortis de la course à la consommation. Les Français qui suivent ce chemin sont encore peu nombreux. On craque tous pour la déco à petit prix, oui, mais à quel prix? Celui des fermetures d'usines? De la baisse de la qualité? De l'uniformisation de nos intérieurs aux 4 coins de la planète? La prochaine fois qu'une étiquette vous fera de l'œil, pensez-y.